Bonjour à tous, bienvenue au Théâtre 14 pour cette finalement première rencontre dans le cadre de l'Université populaire sur la scène et en public, assez restreint à cause des restrictions sanitaires. On a pu accueillir pendant les confinements déjà Léonora Miano, on a pu accueillir Philippe Besson, des cinéphilos d'Olivier Pourriol, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14. L'Université populaire, pour nous, pour le Théâtre 14, c'est l'occasion d'avoir un lieu de construction de la pensée à côté de la diffusion des spectacles et de la production, qui est la mission première. On a développer tout ce qui accompagne aussi les spectacles et construire les outils pour mieux appréhender le monde, du moins un monde dans lequel on souhaite vivre. On propose ainsi des cours, des conférences, des masterclass, des ateliers et des rencontres aujourd'hui avec Michel Simoneau notamment. Bonjour. On a pu construire justement dans le cadre de l'Université populaire un grand colloque les 30 et 31 mars dernier qu'on a intitulé « Culture essentielle, point d'interrogation », sur lequel on a voulu revenir sur la dichotomie qui nous a un peu divisés pendant un an et demi de crise sanitaire. Et nous avons invité des médecins, des philosophes, des économistes, des politiques, des artistes pour réfléchir ensemble à savoir si la culture est essentielle ou pas. Et chacun a pu développer une espèce de boîte à outils d'arguments, la culture comme espace de sociabilité, comme outil thérapeutique, comme moyen de valorisation des territoires, comme secteur économique. Et justement, Michel Simoneau, vous aviez été invité à intervenir sur un temps beaucoup trop court qu'on va pouvoir prolonger justement aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes. Votre intervention peut être retrouvée en ligne également. Donc Michel, vous êtes sociologue, vous avez été critique, vous avez été responsable de structure à la Maison de la Culture du Havre, au ministère de la Culture. Vous êtes écrivain pour la scène, c'est comme ça que vous définissez. Je pense à Delta Charlie Delta qui avait reçu le Grand Prix Arsénat. Et bientôt, votre prochain ouvrage, Traverser la cendre, aux éditions Espace 34, qui va sortir en septembre. Donc vous connaissez plutôt bien les rouages du monde de la culture, parce que vous avez été au plateau, vous avez été en cabinet, vous avez été programmateur. Et est-ce que vous pouvez détailler aujourd'hui dans La langue retournée de la culture, aux éditions Excès, qui a été publié en 2017, où vous revenez sur le vocabulaire de la culture, comment le vocabulaire influe sur l'acte de création et comment on peut voir une réelle évolution des années 90 à aujourd'hui. Et quand on a préparé cette rencontre, vous me disiez que même déjà depuis 2017, depuis l'ouvrage, on va pouvoir même parler de la mise à jour, parce qu'il y a encore une évolution de vocabulaire qu'on va pouvoir développer. La langue retournée de la culture se construit un peu comme un dictionnaire dans lequel chaque entrée est mise en confrontation avec son antonyme et qui permet de comprendre l'évolution de la langue, du vocabulaire du monde de la culture au fil du temps, et comment ça a une réelle influence sur l'acte de création. Sur quelques mots-clés, je pense à l'état social, l'état-providence, le temps artistique, le temps politique, la direction de structure, le management de structure, ou encore la fréquentation, le remplissage. On va revenir évidemment sur tout ça. Et vous démontrez que l'évolution de la langue a des conséquences assez importantes dans l'acte même. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en travaillant par dichotomie, on vous avait été au colloque, parce que nous, justement, on était touchés par cette dichotomie entre commerce essentiel et non essentiel, donc la construction même de votre ouvrage répondait de manière sémiologique à la question qu'on se posait. Donc vous aviez pu développer de manière un peu trop courte, à l'inverse de mon introduction d'ailleurs, cette pensée-là. Je vais tout de suite passer à la première question, qui est celle justement du temps, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas directement mentionné dans votre livre, mais en fait qui parcourt l'intégralité de cette question du vocabulaire, à la fois sur le temps de création qui s'oppose d'ailleurs au temps politique et le temps du risque de création, le temps des indicateurs aussi. Vous parlez un petit peu comment comment on peut demander à des artistes, à des structures de rendre compte de la création au sens large, mais sur des temps de plus en plus courts.
Je pense également à l'émergence. On y est particulièrement sensible au TED 14, on en reparlera, et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre ouvrage. Donc je voulais savoir, est-ce que je ne me trompais pas en disant que finalement tout est d'abord une question de temps qui passe entre les années 90 et aujourd'hui, et cette évolution du vocabulaire n'est pas d'abord liée à la question du temps et du temps de l'acte de création. Oui, je suis d'autant plus content que vous disiez ça et que vous m'ayez fait la remarque avant, ce qui m'a permis d'ailleurs de reprendre un peu ce que j'ai fait à travers ça. Mais avant, je voulais faire une remarque aussi plus générale par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce théâtre et à ce que vous faites là. C'est-à-dire que je pense que c'est lié aussi à ce dont on va parler, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Non seulement il n'y a pas d'opposition entre la création artistique et la pensée, je pense que sans pensée, je pense que la création ne peut pas grand-chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut penser pour créer, mais qu'il y a quelque chose qui doit se nous. On ne va pas engager le débat là-dessus, et je trouve que c'est très très important. Et c'est la raison pour laquelle, moi, et par rapport à mon parcours, c'est-à-dire où il y a eu vraiment cette espèce d'articulation permanente entre la pensée et même l'acte de création aujourd'hui, l'écriture. Voilà. Enfin, ça c'est un autre sujet, mais c'est vraiment. Et la question du temps, alors le temps en soi. Je vais revenir concrètement, mais le temps en soi n'est pas une cause de quelque chose. Simplement, c'est un indicateur de ce par quoi la logique économique, la logique disons libérale, la logique d'une politique peut avoir une sorte d'efficience, une sorte d'efficacité, et qui n'est pas toujours consciente par ceux qui le subissent, mais qui a une efficacité très grande parce que le temps, il a pour particularité d'être subjectif. Le temps, on voit bien, pour que nous puissions mesurer le temps, il faut que nous ayons des instruments extérieurs. Sans quoi, le temps, il n'a pas de repère matériel, objectivable. Donc, on pourrait faire, je ne vais pas le faire ici, mais on pourrait faire l'histoire de la mesure du temps qui s'extériorise par rapport à l'être humain, à sa sensation interne, et par rapport aussi au temps des saisons, au temps, etc., qui sont dans la nature, on pourrait dire, et qui devient maintenant un tel point qu'on se l'attache au poignet, ou qu'on en fait des objets par rapport auxquels on est obligé de se soumettre. Donc le temps, c'est un moyen. Et donc, les causes, ou disons ce qui le détermine, est ailleurs. Mais en fait, c'est vrai que je trouve que je me suis exercé à chercher dans ce que j'avais dit dans mon livre ou esquissé l'autre jour, ce qui relève effectivement du temps comme moyen comme indicateur, à la limite, des moyens de domination et de contrôle et dans l'activité culturelle. Par exemple, même avant de parler du secteur culturel, comme j'avais parlé pour introduire mon livre, d'ailleurs, de dire on parle plus par exemple d'état social, on parle d'état-providence. Ça n'a pas un rapport direct au temps, sauf que ça a une conception particulière de la société qui est portée par ces expressions. Mais si je reste comme ça de manière générale, que j'ai pas encore noté, je voulais noter par exemple le fait qu'on parle aujourd'hui, on ne parle plus de métier, on parle de job et d'emploi et de job. C'est-à-dire le fait qu'on voit bien, on ne parle plus de métier, c'est-à-dire qu'on ne choisit plus un métier. Ou même si on pense qu'on choisit un métier, on se met en condition de changer d'emploi. C'est-à-dire, on est bien dans le rapport au temps. C'est-à-dire, le métier, c'est la capacité ou l'envie de se projeter dans quelque chose de soi, et tandis que le job ou l'emploi, c'est la capacité d'en changer. C'est-à-dire de ne pas s'installer dans quelque chose. Et on voit bien qu'on est passé dans une époque, aujourd'hui, de ça. C'est-à-dire de l'impossibilité de se projeter dans quelque chose d'un avenir personnel ou social, mais au contraire de sa précarité et même de l'imprévisibilité de son changement. Voilà. Donc, et la société s'organise aujourd'hui avec les formations, les emplois, etc., qui est présenté comme positif alors qu'on est dans un changement radical. Et ça s'est accéléré beaucoup dans les 10, 15, 20, même 25, 30 dernières années, je pense.
Vous l'évoquez effectivement dans votre ouvrage en parlant de toute la question des managements de la culture, qui sont maintenant le maître mot de tous les cursus professionnalisants pour en arriver à la culture. Et même, ça c'est plus d'un point de vue, on va dire, organisation, mais même du côté des artistes, il y a une plus en plus grande prédominance des écoles de théâtre qu'auparavant. Oui. Alors là, je pense sur deux questions différentes. La question de formation au management et celle des écoles de théâtre. La formation, il y a eu la formation des responsables, des personnes qui exercent des responsabilités de théâtre ou d'organismes culturels ou ailleurs, c'est passé de la formation de directeur ou de responsable artistique à des formations de manager. Et ça, c'est très précis, c'est les années 80. Ça s'est préparé avant. Hein. On en faisait la remarque, la première, c'était à Dauphine, effectivement. C'était une formation. Il y avait une formation du ministère de la Culture, qui était la formation de l'ATAC, l'Association technique pour l'action culturelle, qui était créée en 1966, on ne va pas faire toute l'histoire, mais qui était une formation, ce qui s'appelait d'animateurs culturels, qui étaient des responsables formés en rapport avec le monde artistique et culturel. Ça avait des défauts, mais c'était au moins lié à ce monde-là. Et il y a une rupture en 80-90, c'est de les former au management culturel, c'est-à-dire de former des personnes qui n'avaient pas de rapport avec le monde artistique et culturel, mais qui étaient chargées de régir le monde culturel à partir de critères ou d'impératifs qui étaient de l'ordre de la rationalité de gestion. On appelait ça comme ça. C'est-à-dire il fallait introduire dans le monde artistique culturel l'impératif de rationalité de gestion, c'est-à-dire des critères de gestion du monde de l'art extérieurs au monde de l'art. Ce qui ne veut pas dire que le monde de l'art ne doit pas prendre en compte des critères extérieurs à lui-même. Mais c'est-à-dire qu'ils ont fini par prédominer. Et les gens formés au marketing, c'est des gens qui d'ailleurs n'avaient, et toujours pas aujourd'hui, ne sont pas recrutés sur leur rapport au monde artistique. Il y a souvent une très grande méconnaissance du monde artistique. L'un des impératifs importants, c'est, on parlait de la fréquentation. C'est-à-dire comment la fréquentation des activités artistiques est devenue un critère d'évaluation prédominant de leur valeur. Or, le mot fréquentation, il a changé de sens. C'est-à-dire que, et là c'est avant les années 80, c'est-à-dire qu'il faut revenir à avant. C'est-à-dire que la notion de fréquentation, elle était dominée par l'idée de démocratisation. C'est-à-dire, la fréquentation n'était pas que quantitative, elle devait être qualitative, c'est-à-dire tenir compte des différences sociales, des personnes dont on dit éloignées ou privées des conditions d'accès à la culture. Et c'est passé très rapidement, et aujourd'hui c'est même, on pourrait dire radicalisé, pour employer un mot à la mode. C'est-à-dire qu'on évalue maintenant la valeur d'une activité artistique à sa fréquentation, c'est-à-dire au nombre. C'est-à-dire, on a transformé les spectateurs en public, c'est-à-dire en une masse qui est... alors, on peut la décomposer, c'est-à-dire, cette fréquentation, elle va être décomposée selon les intérêts du moment ou les endroits. C'est-à-dire, on va parler à ce moment-là, mais on ne va pas parler de démocratisation, ce mot c'est dévalorisé maintenant, parce qu'on ne veut plus faire référence à ce qui est social, aux différences sociales, aux inégalités sociales, mais à ce qu'on appelle la diversité. On demande à diversifier les publics. Cette diversification, elle met l'accent sur une chose comme ça, horizontale, qui peut varier au cours du temps. Ça peut être un jour, ça peut être les gens d'un quartier, ça peut être les jeunes, ça peut être les vieux. Alors aujourd'hui, ça peut être par exemple les femmes aujourd'hui. Là, je dévalorise pas la question des femmes. Hein. Je dis que finalement, justement, il y a comme ça une sorte d'indifférenciation de la valeur des critères qu'on emploie. C'est-à-dire on peut en changer en fonction de l'intérêt. Et ça, c'est lié à une chose aussi, c'est lié au fait que avec la décentralisation qui a eu lieu en 1981 et 82,
l'État n'était plus le seul subventionneur en matière de culture, mais il y a eu une diversification d'activités de toutes les collectivités territoriales en France. Et donc, ça veut dire que chaque collectivité territoriale peut définir, et c'est logique, hein, bien sûr, sa priorité. Et ces priorités, elles peuvent varier, sauf qu'on est toujours on est toujours dans une définition à partir d'un critère d'aptitude, de la fréquentation. Et chacun va y mettre le contenu en fonction de l'intérêt local, de l'intérêt, etc. Et c'est du coup des indicateurs qui se cumulent, puisqu'en ayant plusieurs financeurs, évidemment, ils ne s'excluent pas ces indicateurs, donc il faut parfois même réussir à jongler, parfois même avec des indicateurs peut-être contradictoires. Absolument, tout à fait. C'est bien. Alors là, on arrive à l'autre question, c'est la question de l'appel à projet. C'est-à-dire que on est passé d'une période d'une subvention qui privilégiait un fonctionnement au moins un moyen, parfois à long terme, donc un fonctionnement, pour les dire, à aujourd'hui des appels à projets qui amènent des subventions, ça s'appelle toujours comme ça pour des raisons administratives, qui sont des financements. C'est-à-dire, l'appel à projet, à la différence de la subvention de fonctionnement, c'est que les acteurs culturels ou les artistes doivent répondre à une demande et une attente et des critères qui sont prédéfinis. Sur un temps très court, on vient à l'action du temps, sur un temps très court. Le temps est présent dans le projet, c'est-à-dire il est délimité dans le temps, alors que la subvention de fonctionnement, elle a un temps aussi. Mais 2 ans, 3 ans, c'est pas la même chose qu'un projet sur 2 ou 3 mois. Et en plus, ces projets, ils comportent une attente d'efficience ou d'efficacité immédiate. Et comme vous le disiez, chaque appel à projet a ses propres attentes. Et comme les appels à projet financent très peu, il faut cumuler les appels à projet pour pouvoir mener quelque chose qui est segmenté par rapport à l'origine de l'instance qui appelle à projet, mais qu'il faut bien à un moment donné trouver à tendre un peu la chose pour l'artiste ou l'opérateur culturel pour que ça lui permette de mener une démarche, de combiner tout ça pour qu'il s'y retrouve dans ce qu'il veut faire. Donc il faut une réponse à la fois segmentée et différenciée, parfois contradictoire, et en même temps pouvoir tenter de mener quelque chose à bien dans une démarche ou artistique ou sociale, enfin, ou autre. Et d'ailleurs, l'un des premiers appels à projets, c'est la subvention pour créer un spectacle. Il y en a plein d'autres, mais c'est peut-être le modèle le plus courant. Et il est très souvent conditionné au nombre de dates de programmation qu'on a déjà. Est-ce que ça a une conséquence sur justement la création elle-même de devoir déjà avoir convaincu des pairs, PAIRS, en amont pour pouvoir justifier de financement? Ça, c'est un élément tout à fait essentiel que je n'ai pas tout à fait abordé dans mon livre, là, mais que je souhaite aborder maintenant, on va en parler là. C'est-à-dire que ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, à travers ce que vous dites, que le fait d'imposer, et c'est pas seulement ça, mais c'est un des critères, le fait d'anticiper, encore dans le temps, hein, on anticipe avant la création déjà sa diffusion. C'est-à-dire il faut déjà être sûr d'une partie de la diffusion, de la distribution, pour pouvoir avoir les moyens de la création. Rien n'est garanti. C'est un minimum. Il faut avoir 16 dates pour un tel, je ne sais plus, telle date pour autre. C'est-à-dire que le programmateur ou la programmatrice, enfin, les instances de programmation, les personnes qui programment, aujourd'hui, sans le savoir parfois, mais parfois en le sachant, et en tout cas en l'ayant, ont le pouvoir d'influer sur la création elle-même. Et ça, c'est assez récent, ça a toujours existé un peu, parce que le fait de pouvoir être programmé, est toujours une espérance, pas forcément un espoir, même une attente par rapport à quelqu'un qui fait une création. Sauf qu'on est arrivé dans un système où aujourd'hui la programmation de plus en plus a effet rétroactif, mais anticipateur
sur la création elle-même. Et ça, c'est un élément essentiel dont les artistes et les équipes artistiques sont très souvent inconscientes. Et ça serait important qu'elles s'en rendent compte. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les nouveaux critères, disons, d'une économie libérale qui attend une rentabilité ou financière ou sociale ou symbolique, en tout cas, qui attend une efficience, une efficacité immédiate, c'est forcément le programmateur ou la programmatrice qui va choisir ce qui est montrable et qui va conditionner la vie de la création elle-même. Oui, il y a ce retournement parce que du coup on n'est plus dans la logique où des experts en amont peuvent décider effectivement de subventionner ou pas. Ils ne se contentent presque plus que de valider des choix qui ont été faits par des programmateurs. Alors, c'est pas encore... en tout cas, on y va. Parce qu'il y a quand même des comités d'experts. Il y en a quand même, bien sûr, notamment pour les subventions de l'État auprès des DRAC, mais aussi des villes certaines collectivités territoriales se dotent de comités d'experts qui évaluent les projets. Sauf, j'en parlais au colloque que vous avez fait, c'est que la composition des comités d'experts, elle est très hétéroclite. Donc on ne sait jamais exactement quels sont les éléments de choix. Et ils vont être très divers selon la composition de ces comités d'experts. Et donc ils existent quand même. Mais effectivement, même quand ces comités d'experts en amont peuvent choisir des projets de création, de toute manière, ils vont dépendre leur viabilité va dépendre de leur diffusion. Et une autre remarque, du coup, on constate d'ailleurs aujourd'hui que beaucoup de projets de création ont déjà des dates avant, parce que c'est une façon d'anticiper les contraintes de ce système-là. Et d'autre part, je le vois moi qui écris pour le théâtre, beaucoup d'auteurs, d'écrivaines, deviennent leurs propres metteurs ou metteuses en scène. C'est-à-dire que, moi, ce que je ne fais plus, j'écris et j'ai fait de la mise en scène, mais je n'en fais plus. Je pense qu'il y a une chose qui est écrire, l'autre est la mise en scène, je pense. Mais bon, ça c'est après un choix, on peut discuter. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet de la logique actuelle du fonctionnement du système, c'est que si des auteurs veulent être joués, ils sont obligés de cette manière à mettre en scène eux-mêmes, c'est-à-dire et mettre en scène, c'est pas seulement l'acte artistique de diriger des acteurs, c'est en fait réunir les conditions de la production. C'est-à-dire ce qu'on appelle metteur en scène, et ça c'est une évolution, on n'a pas parlé aussi, c'est une évolution essentielle, c'est que le metteur en scène, la figure du metteur en scène, la figure du metteur en scène, qui était cette personne qui s'est détachée entre les deux guerres et qui avait ce pouvoir artistique sur la scène, et qui a mis l'auteur de côté d'ailleurs, et qui l'a toujours mis de côté aujourd'hui, il a évolué. Cette figure est devenue aussi c'était une figure avec un pouvoir, c'est devenu aussi le pouvoir, le détenteur des moyens de production. Et donc la personne même qui, de fait, contrôle l'ensemble du processus, le metteur en scène. Et souvent, dans les compagnies indépendantes, donc il est tout seul ou elle est toute seule, s'il arrive à avoir une production déléguée d'un théâtre, au moins il a un appui, ou, quand la chance est la plus grande, c'est l'institution ou le théâtre qui devient producteur. Mais ça, c'est très rare, maintenant. C'est extrêmement rare. On voit bien d'ailleurs dans les programmations de saison, le nombre de coproducteurs qui étaient 2-3 il y a même 30 ans, ils font ça, à tel point les plaquettes de saison, c'est très concret dans les mises en page, ils sont relégués à la fin. Ouais. C'est-à-dire on ne les met plus à la fin, à la page où on met spectacle tel jour, la distribution, et à la fin les coproducteurs. Il y en a tellement qu'il y a à la fin 2 pages spéciales, ou 3, qui réunissent tous les coproducteurs de chaque coproduction, parce que ça serait, si on les mettait sur chaque page de spectacle, ça serait plus grand que le texte qui présente le spectacle. Au-delà de l'anecdote, c'est quelque chose qui dit bien ce qu'est devenu
pour une part du système. Ouais. Et, tout à fait, une grande partie aujourd'hui du travail des artistes consiste à réunir les moyens de production de faire leur spectacle. Mais alors, cette question-là, on l'entend beaucoup, celle de les baisses des financements, vous voyez un mot générique. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est qu'il y a plus de compagnies, qu'il y a moins de moyens? Parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de financeurs aujourd'hui. On part d'un État il y a 50 ans où il y avait essentiellement l'État, mais aujourd'hui on a les appels à projets complètement transversaux, on a les régions, on a les départements, on a les arrondissements, enfin on a une multitude de financements. On aurait pu croire que ça pourrait participer à une augmentation des enveloppes. Est-ce que c'est le cas? Non. L'enveloppe globale des dépenses qu'on appelle les dépenses culturelles, elle augmente. Et les dépenses des collectivités territoriales sont plus grandes que celles de l'État depuis longtemps. Sauf que ce qu'on met dans culturel, elle n'est pas la même chose. Ça peut être le patrimoine, ça peut être l'art plastique, ça peut être l'éducation artistique, ça peut être ça. C'est pas forcément la création théâtrale ou la création plastique. Donc, déjà, de quoi on parle? Mais si on parle du spectacle vivant, du théâtre, il y a ce qu'on peut dire, il y a de plus en plus de compagnies. Il y a de plus en plus de compagnies. Dans un paysage institutionnel éclaté. Et du coup, ça n'a pas été abordé vraiment lors du colloque, mais je pense que c'est un point important, parce que là, c'est un point de clivage. Y a-t-il trop de compagnies? Si ça a été abordé vaguement. Mais très rapidement. Je fais remarquer, entre parenthèses, on a quitté un peu l'approche de départ qui était la dichotomie du vocabulaire. Mais en fait, c'est ce que ça recouvre. Il y a cette chose effectivement importante. Il y a de plus en plus de compagnies. Et dans cette logique économique, au sens de l'économie et de la rentabilité, c'est-à-dire, pour aborder ça, j'essaie de dire les choses rapidement, c'est pas simple, mais on a tout le temps. Oui, non, mais pour comprendre ça, il faut comprendre que... J'essaie de ne pas oublier ce que je voulais dire, mais je refais un coup en arrière. Lors du colloque, par exemple, j'avais en introduction, comme j'avais fait ailleurs, dire qu'aujourd'hui, dans les DRAC, même dans les collectivités publiques, on impose la notion de modèle économique est devenue dominante. Les subventionneurs demandent aujourd'hui aux compagnies, aux artistes, de trouver leur modèle économique, ou leur reproche de ne pas l'avoir trouvé. Ça, c'est récent, ça date d'il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est systématique. Mais l'expression, là, on revient à l'action de la langue, l'expression modèle économique, elle veut dire que si vous n'avez pas trouvé votre modèle économique, c'est que vous êtes dépendant, et le mot là aussi est important, dépendant des subventions, finalement, d'un seul ou de l'État ou de tout ça. Ce qui était valorisé et valorisant et important il y a 20 ou 30 ans, qui aujourd'hui est considéré comme une preuve j'ai tout qui colle pas. C'est-à-dire, il faut multiplier les sources. Et puis, dans le modèle économique, il faut montrer que vous pouvez trouver de l'argent, du financement, donc, de l'argent, ailleurs, donc, déjà, dans d'autres collectivités, et ensuite, les ressources propres, le public et les ventes, même si on sait que les ventes de places ne peuvent pas être une ressource très importante. C'est-à-dire que la notion de modèle économique, elle fait référence à un modèle d'une économie particulière. Cette économie d'une rentabilité et dans laquelle la ressource publique de la subvention serait considérée comme secondaire, et même comme une preuve, certaine manière, d'irresponsabilité. Comment vous n'avez que des subventions publiques? Donc, vous n'avez pas d'autres ressources financières? Vous n'avez pas de public pour vous payer? Vous n'avez pas de sponsors, etc. C'est-à-dire que il y a derrière le mot modèle économique tel qu'il est utilisé, l'imposition d'un modèle qui n'est plus du tout le modèle économique d'avant. Je dis ça parce que, et j'ai pas oublié, on revient à ce que disait Françoise Benamou, je crois, dans le colloque. Elle disait, parce que j'avais fait cette remarque sur la notion de modèle économique, cette expression. Elle dit, mais enfin,
le modèle économique, ça existe. Tout le monde est confronté au modèle économique, comme si le modèle économique était en soi. Alors, non, il y a modèle économique et modèle économique. Quel est ce modèle économique? Il y en a au moins deux, il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y en a au moins deux. Celui de cette économie libérale qui maintenant culpabilise les artistes d'avoir des subventions publiques, à la limite, de ne pas chercher de l'argent ailleurs. Et ce modèle économique d'une politique publique qui, à l'inverse, valorise tous ceux qui ont une initiative de production, de création artistique et d'évision artistique en garantissant les conditions de ce travail. Ce que disait Aurélie Filippetti. Qu'il disait très bien. C'est-à-dire que l'État, ou disons la collectivité publique, est là pour donner les conditions de la création et de sa diffusion. Et c'est ce que récuse cette conception du modèle économique aujourd'hui, c'est-à-dire l'État ne devrait plus être l'instance qui construit, donne les conditions artistiques, techniques, sociales, etc., de l'accès artistique, même individuel et singulière. Voilà. Il y a donc vraiment deux conceptions. Et je pense que c'est assez clair. Je pense que cette notion de modèle économique qui s'impose comme étant un modèle, non, c'est un modèle contre un autre. Et du coup, ça m'amène à tirer le fil. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui c'est l'opposition privée-publique aussi. C'est-à-dire que, alors on revient dans l'opposition aussi des vocabulaires, des mots, il y a aujourd'hui une mise en cause du service public et de la politique publique telle qu'elle était assise, fondée dans l'histoire antérieure. C'est-à-dire cette politique publique qui n'est plus donc celle qui définit les conditions de la liberté, de l'indépendance relative, hein, c'est la question des pas, bien sûr c'est relatif, ou les moyens de la création et qui à la limite donne tous les moyens, mais il veut être un des moyens parmi du privé, des machins, etc., débrouillez-vous, démerdez-vous. Il y a une mise en cause par l'État lui-même, aujourd'hui, de la politique publique qu'il porte historiquement. On est dans un moment de renversement. Et ça, je pense que tout le monde s'en rend compte. Mais alors, il y a, je pointerai deux problèmes parmi d'autres. Un qui me semble grave, c'est que depuis les élections de 2002 et aux élections suivantes, et même maintenant pour celles qui se préparent, les départementales, les régionales, les présidentielles, non seulement il n'y a plus de projets culturels, de politique culturelle dans les programmes, en général, mais personne n'ose plus parler de politique publique en matière culturelle. Comme artistique, en art, à culture à la limite, mais pas en art. Il y a comme si quelque chose brûlait là et qu'on ne pouvait plus l'assumer, ou qu'on ne le voulait plus. Et l'autre point que je veux soulever aussi, je suis obligé de schématiser, hein, pardonnera, mais c'est que parmi le monde artistique et culturel même, il y a maintenant paradoxalement une méfiance, parfois même un rejet chez certains, de l'idée des politiques publiques. De se dire on va se démerder aujourd'hui, il vaut mieux, parce que dans la situation actuelle, on ne peut pas vivre avec cette politique publique-là, donc cette politique, il vaut mieux, et donc il y a une sorte de rejet d'une politique de l'État en matière de politique publique, mais qui a à mon avis une confusion. C'est-à-dire que c'est parce qu'un État a changé de politique publique que cet État a des responsabilités, mais ce n'est pas l'État en lui-même. Je ne dis pas que l'État est la forme unique d'existence, mais c'est sa conception de la politique publique qui est en question. Une réflexion par contre sur l'État quand même, parce qu'on pourrait croire que je défends l'État en général. Non, c'est une forme d'organisation collective et sociale qui garantit les conditions communes
à ce qu'on peut considérer important, c'est que la population, dans une société, il y ait une production artistique commune, pour l'ensemble. Mais il y a d'autres formes d'organisation, hein. Juste comme ça aussi, parce que si on regarde par exemple l'époque l'histoire est intéressante, hein. Si on parle l'époque de la guerre d'Espagne, à Barcelone, les anarchistes ont organisé une politique publique de l'éducation et de l'art qui était extraordinaire. Donc c'est une autre forme d'organisation. Mais voilà, justement, ça me permet de faire le lien avec la question des indicateurs. Parce que vous parlez de la méfiance qu'il peut y avoir à défendre une politique publique, une politique et culturelle, et cette prédominance des indicateurs qu'on nous demande certes en amont, donc déjà de préparer les indicateurs de reporting qu'il peut y avoir dans les appels à projets, et on nous demande les mêmes chiffres une fois que les projets sont réalisés. Mais dans le même temps, c'est censé aussi justifier d'une bonne utilisation des ressources publiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même de rassurant de savoir que l'administration au sens large, comme l'État au sens large, dans toutes ces formes déconcentrées, est-ce qu'il n'est pas finalement normal que des indicateurs soient posés pour rendre compte de l'utilisation qu'on a fait de l'argent public, et évidemment des indicateurs quantitatif, parce que c'est la seule chose objectivable possible quand on parle de création? Je pense oui, mais je pense que pour moi, il y a une grande confusion dans tout ça, qui d'ailleurs vient de l'évolution des politiques publiques actuelles, de leur côté, encore une fois, cette libéralisation marchande, ça, la notion d'indicateur, on va revenir, oui, cette conception qu'on a de la culture. Que dès lors qu'on bénéficie d'argent public, autrement dit l'argent qui vient de tout le monde, de la société, de tout le monde, on est donc responsable de quelque chose, on appelle ça d'ailleurs une délégation de service public, ou une mission de service public. On est porteur de quelque chose, de ce qu'on appelle d'intérêt général, que la collectivité peut déléguer à des particuliers. C'est le cas. Vous, dans ce théâtre, vous avez des subventions publiques, vous avez donc porteur d'une mission d'intérêt général. Donc il est tout à fait logique qu'il y ait une responsabilité de mener à bonne fin ce pourquoi. Alors le problème, c'est le pourquoi. C'est-à-dire au nom de quoi on définit le pourquoi. Qui le définit et pourquoi. Et c'est là que quand vous dites, effectivement, la recherche des moyens objectivables et mesurables, ce n'est pas neutre de dire ça. C'est-à-dire, quand on dit on veut des mesurer, c'est qu'en fait, on considère que les effets sont mesurables et donc ils sont dans la quantité, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, oui, ce qui est mesurable, quand on dit ce qui est mesurable, c'est la quantité de public, oui, ça veut dire que c'est la quantité qui est le critère. Mais on pourrait dire que c'est la qualité qui est le critère. Alors on va dire comment on la mesure. Mais peut-être que ça ne se mesure pas de la même manière. Peut-être que c'est-à-dire que si ça c'est un choix vraiment fondamental. C'est-à-dire c'est un vrai choix de société. C'est-à-dire soit on considère que l'art, comme d'autres choses, hein, là on parle de l'art et de la culture, on pourrait parler de l'éducation, de la recherche, etc. L'art, c'est en fait un lien symbolique entre des gens. C'est-à-dire, vous faites une mise en scène, pour vous programmer un spectacle, vous proposez au fond une représentation du monde à des personnes ou des groupes qui viennent non seulement la regarder, mais qui se confrontent à ça. Organiser cette confrontation est une mission. Alors, soit on considère, pour être plus précis, soit on considère que organiser cette confrontation est la mission, soit c'est que la salle soit remplie pour regarder. Et on peut concevoir, en tout cas c'est mon cas, mais je pense que je ne suis pas le seul, que l'idée c'est que quand on fait une proposition artistique, c'est une confrontation à une perception qui d'ailleurs construit son propre rapport. Et c'est cette construction d'un rapport qui devrait être conçue comme la mission. Comment on l'apprécie ? Peut-être qu'il faut construire quelque chose qui se débat avec le public, qui se débat
peut-être pas comme ça non plus, hein, il faut leur donner, ça se construit aussi. C'est-à-dire que, en même temps, il y a une autonomie de l'artiste, il y a une indépendance. Bien évidemment, il ne peut pas être... je ne sais pas si je réponds en partie ou... Si, mais d'ailleurs, c'est assez passionnant parce que ça fait le lien, encore une fois, sur le fil qu'on tire depuis le début sur la question du temps. Ouais. C'est qu'on pourrait aussi apprécier des critères d'évaluation, c'est souvent le terme qui est utilisé dans les appels à projets. Quels critères d'évaluation on va mettre en œuvre comme critère d'évaluation, la perception de l'adolescent, de l'enfant qui vient, quelques années plus tard, des années plus tard, c'est jamais mis en œuvre parce que les directions changent, parce que les personnes changent et qu'il est difficile de faire ce suivi-là. Mais un des premiers pourrait être celui-là, si effectivement le théâtre permet de changer le monde, et de moins notre perception du monde. Évidemment, il ne le fait pas à un instant T, tout de suite en sortant de la salle. Il le fait sur un temps très long. C'est ça. Donc, tout à fait. Mais là aussi, on est dans une opposition, même binaire aujourd'hui, entre l'attente... cette attente, je dirais, néolibérale de l'efficacité immédiate et instantanée. C'est-à-dire, si on attend le remplissage, au fond, ce que ça fait aux gens, on s'en fout, pourvu qu'ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils soient contents. S'ils ne sont pas contents, il y a un problème. C'est ce qui se passe à Arles, hein, le théâtre d'Arles, qui aujourd'hui veut le municipaliser, en contrôler la diffusion, parce qu'il considère que c'est gentil, mais il faudrait faire des spectacles où il y a du monde dans la salle. Quoi ? Pas très grave, mais qu'il y ait du monde. C'est pas les seuls, hein, il y a d'autres villes comme ça. Et il y a on en parlera peut-être, c'est l'après-Covid, à mon avis, va favoriser ça. On est en train de le voir, les gens. Mais cette attente de satisfaction immédiate, j'ai oublié, je pensais à quelque chose, du coup, j'oublie. J'avance par spirale. Cette attente de satisfaction immédiate, elle est contradictoire avec une autre attente des collectivités publiques. Parce que les collectivités publiques voudraient qu'en même temps, il y ait une sorte de fidélisation, que comme ça, les publics reviennent. Or, quand on demande une efficacité immédiate, ça veut dire qu'il faut remplir la salle dans le temps le plus court. Ça veut dire et d'ailleurs, ça revient, ça veut dire qu'on fait du marketing, de la communication. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, on ne fait pas de l'information ni de la pédagogie, on n'a pas le temps. Puisqu'il faut remplir dans le temps le plus court, on forme les gens, d'ailleurs dans les écoles de formation de marketing, à communiquer pour qu'on vienne donner l'envie, donner le désir. Donner le désir, c'est instantané. C'est pas le désir qui se construit. Venez, maintenant, c'est là. Le suivant, ce sera autre chose, votre spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité, on est dans l'instantané. Alors cette communication-là, ce marketing, il fonctionne sur la séduction. Comment séduire, comment persuader, comment dire que ce qu'on fait mérite d'être vu tout de suite, et non pas qu'est-ce qu'on vous propose, comment ça s'inscrit dans une démarche de proposition, est-ce que ça c'est, peut-être vous l'aimerez pas tout de suite, mais pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y ait une démarche d'accompagnement qui demande du temps. Et c'est une chose très concrète, parce que, je ne sais pas comment vous avez de place à cette salle, je vois 192, ce qui est déjà pas mal, ce qui est un outil intéressant, 192. Mais si vous voulez prendre le temps d'aller chercher des groupes, des personnes pour qui le théâtre n'est pas familier, déjà pour y franchir le seuil, c'est pas évident, rester dedans, c'est pas évident, et voir ce qu'on voit n'est pas évident. Donc, on pourrait dire ce qui se faisait plus avant. Alors après, on va discuter, est-ce que c'était mieux avant, hein, on verra. Mais c'est-à-dire de prendre le temps. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire programmer un spectacle, non pas 3 soirs, 2 soirs, comme on se fait aujourd'hui. 1 mois. Vous commencez avec une salle vide, et puis petit à petit, avec le travail que vous faites, vous amenez les gens, ils viennent, vous construisez un rapport au théâtre. Vous n'amenez pas de la présence, mais vous construisez un rapport d'intérêt qui fait que les gens vont venir se parler, les enfants, les parents, etc. On sait faire ça, vous savez faire ça, tout le monde, sauf qu'on ne le peut plus. Parce que programmer plusieurs fois, longtemps, c'est trop cher. Vous creusez le déficit. Vous ne pouvez plus le faire.
Oui, admettre que les premières semaines soient vides, c'est assez compliqué en termes de billetterie. Ceci dit, c'est un des modèles du théâtre privé qui travaille sur des temps très longs. On connaît le début, la date de début de l'exploitation, on ne connaît pas forcément la fin en fonction du succès que ça aura. Effectivement, dans le théâtre subventionné, on est peut-être le fonctionnement relève peut-être plus de la confiance. D'ailleurs, c'est une dichotomie que vous ne faites pas dans votre livre, mais que vous venez d'expliquer. Convaincre, persuader, on est dans deux logiques différentes. Et si on est dans essayer de convaincre et de travailler la confiance pour justement les quelques représentations qu'on peut faire puissent trouver un public tout de suite. Mais je pense, le privé, non. Le privé, justement, aujourd'hui, on dit privé-public, c'est pareil. Ça aussi, par exemple. Cette opposition privé-public, dont le petit bruit, la musique qui s'est installée depuis un moment déjà, dire « Oh, faut arrêter avec ça, aujourd'hui, le privé et le public, c'est pareil, il faudrait que, il faudrait que tout le monde aille chez tout le monde, c'est fini, tout ça, c'est des chapelles. » Rien n'est plus faux. C'est-à-dire que les stratégies des théâtres privés, d'ailleurs, ils sont subventionnés. Ils sont fortement subventionnés. Ça, on ne le dit jamais. Sans argent public, ils n'existeraient pas. Donc quand ils reprochent le théâtre subventionné, alors je ne dis pas que ça suffit à les rendre légaux, mais ils sont subventionnés. Mais ils ont effectivement un type de fonctionnement économique qui est très différent, c'est qu'ils sont obligés de s'assurer une rentabilité. Ce que le théâtre public est moins obligé de faire, contraint, puisque les subventions abaissent le prix des places et compensent le déficit. Le théâtre privé, en partie, puisqu'il y a une mutualisation avec les aides qu'ils ont avec un fonds privé, et puis avec les subventions publiques. Mais, et la TVA réduite. Et la TVA réduite. Mais ils ont une contrainte, c'est-à-dire, eux, ils jouent avec quelque chose qui est, si ça marche, on dure 3 mois, si ça s'arrête, voire 6, on n'arrête plus, si la salle est pleine. Et s'il n'y a personne, on arrête tout de suite. C'est-à-dire, c'est par rapport au temps, c'est une fragilisation, une incertitude totale de la vie artistique, des gens, des machins, etc. Et ils sont obligés de prendre des vedettes. C'est ça aussi le privé. Ils sont obligés de prendre des personnes connues pour assurer une attractivité du spectacle, moins par le spectacle que par la vedette. Parfois, le théâtre privé, le public fait ça aussi, hein. Mais disons que ce n'est pas son ADN. C'est le théâtre privé qui est là. Et le théâtre privé, il est obligé d'anticiper au maximum. C'est là que le programmateur devient roi au théâtre privé. Le programmateur est roi. Puisque c'est en tant que programmateur qu'il produit le théâtre privé. Et pas. Alors au théâtre public, on n'est pas encore là. Heureusement. C'est assez rassurant sur toute la dichotomie que vous créez, sur l'évolution justement du modèle économique, de savoir que la subvention permet encore le temps du risque et de subventionner ce risque-là qui n'existe pas dans la dichotomie. Mais ça, ce temps que permet la subvention, il est au fond pour certains, c'est-à-dire des institutions, des outils qui bénéficient de ça. Mais il n'y en a pas énormément. Regardez le nombre d'équipements du spectacle vivant en France, il y en a énormément. Et très peu ont des subventions qui leur permettent une activité permanente, notamment dans la création et la diffusion. Même une scène nationale ne fait pas de création. Elle peut coproduire un peu de choses comme ça. Mais les CDN font de la création. Donc vous pouvez en faire. Mais il y a une inégalité dans le paysage des institutions, enfin tout ce qui est institué, j'appelle l'institution instituée un théâtre permanent, un lieu permanent, quel qu'il soit, il y a les moyens ils sont eux-mêmes dans une fragilité. Ils sont eux-mêmes dans une sorte de fragilité. D'ailleurs, beaucoup il y a une augmentation de théâtres privés fonctionnant comme le public. Oui, des petits théâtres privés. Qui fonctionnent dans le rapport artistique et au public, un peu comme théâtre public. Prenons l'échangeur à Bagnolet, c'est le cas. Et il a mis du temps maintenant à se faire reconnaître, à toucher des subventions de théâtre public. Vous voyez, donc, même dans le théâtre, il y a 2 statuts de théâtre privé. D'ailleurs, dans le théâtre privé, il y a une concurrence. Ceux qui sont les grands théâtres et les théâtres privés, qui considèrent comme concurrents un peu illégitimes, c'est ce réseau de petites salles
qui sont comme ça. C'est très bien, parce que ça peut faire le lien avec la question de l'émergence qu'on voulait évoquer ensemble, parce que c'est plus petits théâtres privés dont on parlait qui peuvent avoir un fonctionnement de théâtre public finalement. Est-ce que il n'y a pas cette demande de compagnies qui ont un besoin de reconnaissance auprès des pairs, auprès des publics, et qui du coup jouent dans des salles qui font comme les théâtres publics pour pouvoir les faire reconnaître, hein. Oui, alors ça c'est vrai, il y a à l'intérieur du théâtre qu'on appelle privé, de statut privé, il y a tout un réseau de théâtres, de petites salles qui vont fonctionner comme le théâtre public, par exemple, qui vont développer des réseaux de relations avec le théâtre public parce que les artistes qui sont programmés ou accueillis ou produits ont besoin de la reconnaissance du théâtre public. Donc ils vont s'inscrire dans des relations avec le théâtre privé, de critiques, de vues de professionnels, etc. Donc il y a aussi une espèce d'ailleurs de concurrence, de lutte, parce qu'il y a tellement de petits théâtres comme ça que tout le monde joue des coudes pour pouvoir être vu, etc. C'est très compliqué. Aujourd'hui, ça crée des climats des fois malsains, pas simples. D'autant plus, c'est encore l'histoire du temps, d'autant plus que les spectacles sont programmés peu longtemps et que la critique des médias ne vient pas, parce que pour qu'il y ait critique, il faut qu'il y ait un temps de programmation assez long. C'est-à-dire de pouvoir venir voir et avoir le temps de faire le papier et de le publier, parce qu'après, il y a plusieurs représentations. S'il y a 4 représentations qu'on vient à la première, il n'y en a plus que 2, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps. Donc c'est pour ça aussi que la critique du spectacle vivant s'est raréfiée, il n'y en a plus. Parce qu'on ne peut plus le maîtriser. Ou alors, il y a les grandes productions qui font des avant-papiers. C'est-à-dire 15 jours avant, ils se payent des avant-papiers. Les grandes institutions. Bien avant. Mais ça, c'est une question aussi des moyens économiques, etc. Et ça amène à une autre question, c'est que la question qu'on a abordée tout à l'heure, mais qu'on n'a pas abordée vraiment, c'est la question il y a trop de compagnies. Moi, je considère qu'il n'y a pas trop de compagnies. Il n'y a jamais... quelle définition on se donne de la démocratie culturelle, de la démocratisation de l'art? Soit elle est définie par le nombre de spectateurs qui viennent dire, je serais vulgaire, de paire de fêtes sur des fauteuils. Oui, c'en est un, c'est-à-dire le nombre de gens qui viennent et qui ont la possibilité, l'envie, le désir, déjà là, de venir voir. Et puis, il y a le rapport à l'art, il n'est pas que celui du spectateur, il est celui de la possibilité pour chacun de se confronter à l'expérience de la création. Autrement dit, d'entrer qu'est-ce que c'est que se représenter, qu'est-ce que c'est représenter les autres, qui est un moyen humain élémentaire, enfin d'humanité élémentaire. C'est-à-dire, comment je me représente moi, je représente les autres, et comment les autres me voient dans cette... C'est la question de l'art en général. Et donc, on pourrait dire que plus il y a non pas d'artistes, si d'artistes, plus une société, on pourrait dire, elle est démocratique, on a. Voilà. Moi, je pourrais dire ça comme ça, exprès, en opposition. Pour être plus précis, je dirais une vraie politique de démocratisation du rapport à l'art, je ne dis pas de l'art, du rapport à l'art, c'est un peu différent. Ce serait de donner la possibilité à tous les citoyens, tous, de se confrontés à l'expérience artistique, de s'autoriser à penser qu'ils peuvent le faire. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne s'autorise pas à pouvoir le faire. Comment donner le sentiment d'autorisation à tous les citoyens de dire « Ah ben je peux, non pas je vais être artiste », ce qui est tout à fait différent, mais je peux me confronter à l'expérience artistique. C'est-à-dire, ce qui met à bas la question de l'opposition amateur-professionnelle. La pensée totalement autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des professionnels, il y a des artistes reconnus, des artistes qui vivent de ça, et que ça suppose quand même une régulation, quelque chose de collectif. Mais c'est une autre définition, conception de la politique publique. Moi, j'aurais tendance à la défendre. Je sais que c'est compliqué, parce que quand j'ai déjà dit ça il y a longtemps, je ne suis pas le seul, on dit ça, oui, mais alors, il faut de l'argent pour tout le monde, on va trouver l'argent pour tout ça. Oui, effectivement, quelle conception de la société on a qui trouve ses ressources, et quelles ressources,
qui ne sont pas que des ressources financières, des ressources d'organisation, des ressources de fonctionnement, pour que ça soit possible. Il y a quelque chose qui pourrait dire qui ressemble aujourd'hui quand même, c'est pas, je fais des oppositions, mais il y a des choses quand même, l'éducation artistique et culturelle, on appelle l'EAC, qui se généralise, et dont tout le monde veut. Il y a cette volonté derrière de donner à tout le monde, mais ce qu'on appelle l'accès à l'art. Et le mot accès est compliqué. Moi, je parlais tout à l'heure d'une expérience, quelque chose. Alors, il y a quelque chose dedans aussi, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui politique de favoriser les pratiques artistiques. Ça, on le voit partout. Mais je pense que, et là, je voudrais développer, pas ici, mais je vais développer cette question, qu'est-ce que c'est qu'une pratique artistique? La notion de pratique, elle recouvre des sens différents. On disait au début que je mettais l'accent sur les dichotomies. Mais il y a des mots qui ont plusieurs sens. Comme on a vu, modèle économique, il peut avoir deux sens. Comme la notion de pratique artistique, elle peut avoir au moins deux sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement j'ai fait un peu de piano ou j'ai fait un peu de trucs pendant 2 jours, etc. Ou est-ce que la pratique, c'est quelque chose qui fait que j'entre à l'intérieur d'une logique donnée, je m'y confronte, et il y a une continuité de ça. Aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est-à-dire que quelle est la politique publique qui va favoriser la continuité? Parce que l'objectif de la démocratisation, c'est de créer de la familiarité. Donc pour créer de la familiarité, il ne suffit pas de faire de la pratique 2-3 fois. Or aujourd'hui, l'un des défauts du système, c'est de dire on fait des pratiques morcelées. Il y a le système scolaire qui n'arrive pas à s'articuler avec le monde artistique, on le voit bien, c'est très compliqué. Ça arrive, hein, il y a des endroits de complicité. Et puis, souvent, cette familiarité avec l'art, elle est d'ailleurs conçue comme une familiarité avec les artistes, ce qui n'est pas la même chose. Et on fait venir un artiste, bon, j'en sais quelque chose, comme avec les textes que j'ai eu quelques prix et sélections, ben, j'y vais, c'est moi, mais le rapport à l'artiste est un rapport pauvre, il s'arrête, il est d'identification, il n'engage pas la personne dans ce qu'il fait. Ça peut être un des soutiens, mais ce n'est pas la finalité. Aujourd'hui, on voit bien, dans la période médiatique et tout ça, c'est l'artiste qui est valorisé. Ce n'est pas l'art, ce n'est pas l'activité artistique. Oui, c'est l'une des distinctions que vous faites dans votre ouvrage entre l'acte théâtral et l'action artistique, où on demande effectivement à l'artiste, à la compagnie, de déjà penser autour du spectacle comment on va l'accompagner de telle action, de tel type d'atelier, des rencontres. Tout ça, je suis d'accord avec vous, doit se faire par ailleurs, mais une fois que l'acte est posé. Aujourd'hui, on demande presque à l'acte de se faire autour de cette action, et ça se voit encore une fois dans les politiques publiques sur la transversalité qu'on demande à l'action, enfin à l'acte théâtral, de ne plus se contenter d'être seulement un geste sur un plateau, mais d'avoir une utilité pratique sur tel ou tel type de population, ou sur les scolaires, etc. C'est une dichotomie qui est très forte dans votre ouvrage et qui vraiment au quotidien se vérifie, mais on retombe effectivement sur cette nécessité de critères quantifiables à l'acte en lui-même. Ouais. Mais ça c'est une évolution même qui s'est aggravée et s'aggrave et va s'aggraver encore plus. C'est-à-dire, je veux dire que moi je considère comme négatif, mais je ne suis pas le seul, les artistes aussi, c'est un peu d'ailleurs ce que vous entendez, dire que ce travail de création, de production artistique, il devient finalement second, lui-même il devient second par rapport à l'effet qu'on en attend. C'est-à-dire, il faut, c'est ce que vous dites, il faut non seulement inclure les effets de ce qu'on attend dans la création, c'est-à-dire pendant qu'on fait, il faut aller déjà s'occuper, chercher, faire de l'action artistique, l'acte artistique devient second, devient finalement soumis à son instrumentalisation de rapport d'efficacité sociale, réelle ou symbolique d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous dites non, d'accord, c'est bien sûr que ce que je fais en tant qu'artiste a un rapport de sens avec le monde, mais il faut bien que ce qui soit fait soit fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit bien comment il y a une culpabilisation des artistes de vouloir faire de l'art.
C'est-à-dire, si vous voulez à un moment donné, bon, c'est pas partout, hein, mais c'est une tendance générale. Il y a des endroits où ça échappe. Hein. Il y a des villes même, il y a l'exemple négatif comme Arles ou Lunéville ou d'autres, mais il y a un exemple comme Bourges, par exemple, qui est l'inverse, qui ont essayé d'avoir une politique très intéressante. Mais cette idée de culpabilisation des artistes, l'artiste est celui qui, égoïste, pense qu'à lui, c'est l'image où il pense qu'à lui, où il coûte de l'argent. C'est-à-dire que la subvention, c'est du coût, c'est de la dépense négative. Hein, c'est ce que le colloque aussi disait. Hein. Il y a certains qui le pensent. L'artiste, il coûte de l'argent. Est-ce qu'on va trouver d'argent partout pour ça, hein? C'est-à-dire que c'est bien la question d'une conception de société, de l'art dans la société, de l'art pour la société, ou la société pour l'art. Il dit que dans les programmes politiques, on ne le voit plus. Personne n'ose le faire. Même là, on attendrait. Même là, on attendrait qu'il le fasse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la perception qu'on a de l'artiste, où la question de la justification de la subvention, au sens large, se faisait justement parce que sur un plateau, il y avait une utilité. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on estime que le seul fait d'être sur un plateau n'est plus utile à la société et qu'il faut aller faire des ateliers, il faut aller s'occuper de tel ou tel centre, qui ait une efficience plus directe, peut-être qu'on rejoint encore la question du temps, plus rapide aussi. Immédiate. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, pourquoi on est arrivé à cette modification de l'utilité? Il faut toujours que l'artiste soit utile, mais pourquoi son expression est à un autre endroit? Mais c'est la notion d'utilité. Le même mot, encore une fois, peut avoir plusieurs sens. Est-ce que c'est l'artiste qui est utile? Oui, parce que c'est lui qui fait. Comme on disait, le cordonnier est utile, mais c'est les chaussures qui sont utiles. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire... il s'est passé plusieurs choses dans les 30 dernières années. C'est-à-dire que... l'artiste a pris la place de l'œuvre. J'ai ressorti un article que j'ai fait il y a 20 ans, qui s'appelle « L'artiste sans art ». C'est-à-dire finalement, il y a eu, mais ça, dans les années 90, on a vu des villes, à la fin de la décentralisation, on a vu des villes, des collectivités territoriales, faire des pieds et des mains pour avoir un artiste présent dans la ville, voilà. Par sa notoriété, à l'époque ça fonctionnait encore, c'était Libé, Le Monde, etc. Aujourd'hui ça a changé justement, mais c'est intéressant d'y revenir. Et donc, cette idée que c'est l'artiste, c'est l'image de l'artiste qui prédomine, et non pas ce qu'il fait. C'est le cordonnier plutôt que la chaussure. Enfin, il y a un côté comme ça. Alors, c'est vrai que l'image de l'artiste, on peut pas enlever, qu'elle fait rêver, parce qu'il y a plein de raisons qui font que symboliquement, il fait rêver, la figure de l'artiste. L'identification, c'est pas faux. Simplement, il y a un mécanisme social qui était produit par les médias, et ça, c'est une chose, par les collectifs, par les politiques publiques aussi, qui ont préféré avoir des artistes visibles et médiatiques plutôt que se poser le problème de ce que les artistes faisaient et pour qui et comment, enfin pas pour qui au sens de l'utilité, voilà. Et en même temps une évolution néolibérale financiarisée très grande qui fait que la notion d'utilité, elle est devenue sur l'utilité, qui de toute manière il faut avoir une utilité visible et mesurable. Et ça, c'est une conception qui est discutable, c'est une conception qui est liée à une conception comptable de la société. Et aujourd'hui, on a du mal, je pense que tout le monde a du mal à sortir de ça, à se dire mais c'est pas légitime. C'est un choix. Le qualitatif serait moins bien que le quantitatif. Pourquoi? C'est l'inverse. Dans l'éducation, les méthodes éducatives, c'est qualitatif. Et d'ailleurs, c'est si important que d'ailleurs, on essaie de les contrôler. On a aujourd'hui un ministre de l'éducation qui impose une méthode d'éducation pour les élèves d'apprendre la lecture par rapport à d'autres. Il se met à dire quelle est la... C'est comme si un ministre disait c'est tel art que je veux, pas tel autre. Enfin, et on le laisse faire, ça a l'air juste. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui a changé et qui fait qui crée une sorte d'évidence. Et l'évidence qu'on n'interroge pas. Et ce poids de l'évidence, il est catastrophique. Au point, comme je disais tout à l'heure, que même dans le monde artistique, on se met à douter de l'utilité
d'un État, enfin d'une politique publique, puisqu'aujourd'hui elle ne nous est plus favorable, elle est difficile, elle nous culpabilise. C'est donc, au lieu de dire ce n'est pas la bonne politique publique, de dire on ne veut plus de politique publique. Ce qui est un vrai problème politique, y compris pour l'art. Ça veut dire qu'à terme, la vie artistique, ben, elle va trinquer. Elle est déjà en train. Les collectivités. Et je dis qu'après l'après-Covid va être, on le sent déjà. Il y avait ce rêve. Moi, j'ai collecté pendant toute la période du première année, tous les textes sont sortis dans le monde culturel et artistique sur après, ça sera plus comme avant. On veut tout changer. J'en ai des pics comme ça me prend quasiment un disque dur. C'est incroyable. Mais bon, finalement, ça n'a aucun intérêt. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, au bout du compte, quand on en sort, comme maintenant, enfin, espérons qu'on en sort vraiment, mais si on en sort, comme maintenant, ben, tout le monde oublie ça, parce qu'il faut s'en sortir. Tout le monde est là, il faut vivre. On a travaillé, on a fait un spectacle, on ne va pas commencer à dire il faut un monde nouveau alors qu'on a un spectacle sur les bras et qu'il faut le montrer. Donc, tout le monde, pareil, par rapport au temps, n'est plus dans le temps du futur en disant ça sera plus comme avant, mais renvoyé au temps de l'immédiateté, maintenant il faut s'en sortir. Donc, il faut montrer les spectacles à tout prix, n'importe où, sans sortir. On joue des couilles. Et en utilisant les outils qu'on connaît déjà. Et finalement, de répéter en les aggravant les outils précédents. C'est ce qui va se passer au Festival Off d'Avignon. Si c'est vrai ce qu'on m'a dit, il paraît que dans Off, il y a des théâtres qui vont augmenter le temps de représentation, d'en avoir plus. Et les jauges, il paraît qu'elles seraient très peu limitées dans le Off. C'est ce que j'ai entendu aussi, des jauges pas trop limitées, mais effectivement moins de représentation pour laisser du temps au virus de s'en aller par les systèmes de climatisation et les fenêtres ouvertes. Par contre, ce que ça va créer, c'est une concentration. Il va y avoir a priori à peu près 1000 compagnies cette année au lieu de 1500. Donc, plusieurs compagnies vont être sur le carreau. Certains ont fait le choix justement de dire on reporte nos créations ou on accepte que nos créations soient mortes-nées. Ça peut arriver aussi. Pendant le confinement, des créations qui ne seront pas vues et on passe à autre chose. Donc, ça va provoquer un petit peu ça. Bon, cette année, il y en a au moins 500, au moins un tiers. Je vois le temps qui file. Il y a une question sur laquelle je voulais, pour un peu conclure, avant de prendre les questions du public. Votre ouvrage, La langue retournée de la culture, a été écrit en 2017. Est-ce que, indépendamment ou pas d'ailleurs du Covid, est-ce qu'il y a seulement une aggravation des dichotomies que vous avez pu constater, ou même des nouvelles que vous pourriez écrire aujourd'hui dans une forme de deuxième volume? Moi, je pense que, je les ai notés, je pense qu'on a une aggravation, on a une systématisation, moi je pense. Ce qui va être le changement, c'est que ça va... ce qui était encore en train d'hésiter va s'accélérer. Et la période post-Covid va aider parce que comme tout le monde est en fragilité, tout le monde est moins ouvert à la critique de ce qu'il y a autour. On est concentré, c'est logique. Hein. Il faut survivre, il faut faire. Et je pense que il n'y a pas de choses nouvelles. Qu'est-ce qui s'est changé? Si, par exemple, il y a un mot qui existait déjà, mais qui s'est plus généralisé. Par exemple, j'ai dit, on est passé de la subvention au financement, c'est-à-dire la subvention qui était... On sait d'où vient l'argent, on sait qu'on a une mission, et elle a un minima, une garantie d'indépendance, de durée, d'abaissement des coûts, au financement qui est, finalement, d'où vient l'argent, c'est pas important, pourvu qu'il y ait de l'argent. Et les missions, elles sont éventuelles. Il y a un mot qu'on entend de plus en plus, c'est celui d'intervention, par exemple, l'intervention de l'État. C'est pas nouveau, mais on l'entend systématiser. L'intervention, dire que c'est une intervention de l'État, c'est-à-dire que c'est l'arbitraire du choix à un moment donné d'une politique, qui n'est plus dans, encore une fois, la conception d'une politique. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné intervenir et puis on arrête. Il y a quelque chose encore important à l'intervention. C'est vraiment ça, c'est-à-dire on mesure l'ampleur et le temps par rapport aux choses. Et le mot intervention publique, on l'entend dans tous les domaines, économique, etc., partout.
Moi, je dirais une aggravation et qui va être dure, je pense, s'il n'y a pas un sursaut de prise de conscience, au fond. Enfin, moi, je dis ça. Mais qui suis-je pour dire ça? Mais je le dis. Et on l'entend. Est-ce que dans le public, il y aurait quelques questions qui voudraient être partagées? Je vois une main qui se lève. Alors en fait, moi je voulais revenir sur deux points du débat. Le premier, c'est au tout début, vous avez évoqué, si j'ai bien compris, je reformule avec mes mots, il n'y a pas de création sans pensée. Et le rapport entre la pensée et la création. Et j'aimerais beaucoup revenir sur ça, parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de dire qu'en fait, quand on crée, en tout cas quand on écrit, alors je parle d'écriture créative, pas d'essai bien sûr, je pense que c'est possible quand on oublie tout, c'est possible quand on a tout oublié. Et donc je voulais juste que vous précisiez ça, c'est-à-dire quelle est la différence entre l'artiste, le critique justement, d'art, et voilà, quand vous parlez de pensée, je pense qu'on pense la même chose, mais je voulais avoir cette précision. Non, mais bien sûr, parce que là, je fais des raccourcis de formulation. Quand je parlais de pensée et de la création, je veux dire évidemment, moi-même quand j'écris des théâtre de fiction, je suis pas en train de penser à la théorie que j'écris, c'est avant. Non, je veux dire qu'on peut pas, il n'y a pas d'activité de création sans penser sur les conditions de la création. À un moment donné. Et la condition de son existence et tout ça. C'est-à-dire, on peut pas s'abstraire. C'est-à-dire, sinon, on écrit, on fait des choses, et après. Enfin, dire, qu'est-ce que ça devient? Et si vous écrivez, il faut bien que ça soit édité. Il faut bien que ça circule. Voilà. Donc, il faut bien donner, à un moment donné, une pensée sur les conditions de la création. Et puis, il y a autre chose. Je dirais, quand même, la pensée, je pense qu'un artiste qui pense pas, non pas, ça dépend de ce qu'on appelle penser, c'est pas la rationalisation totale de ce qu'on fait, je parle pas de ça. Je pense, par exemple, aujourd'hui, une chose qu'on n'en a pas abordée, qui a fait autant, c'est dès lors qu'il n'y a plus de durée, qu'il faut réussir, qu'un spectacle, il faut qu'il marche tout de suite. Il faut qu'il ait tout de suite sa reconnaissance, immédiatement. Ça veut dire que ce que je produis, un spectacle ou une œuvre, n'importe quoi, il est inscrit dans le temps immédiat. Or, si j'écris, ou si n'importe quelle démarche créatrice, donc l'objectif c'est, si je veux avoir des moyens, dans le théâtre il faut des moyens, il faut que je puisse fonder ma distinction par rapport aux autres pour pouvoir avoir des moyens. En tout cas, justifier que j'existe, au moins autant que les autres, sinon plus. Et je dirais, pour aller vite, encore une fois, c'est une caricature, mais il faut être au fond d'une certaine manière original. Voilà. Sauf que original, le mot je l'emploie à dessein, comme ça, mais original, ça veut dire je me différencie des autres. Je me différencie parfois en ressemblant. Je peux me différencier en faisant la même chose. Dans le théâtre de boulevard, on voit bien, par exemple. C'est faire la même chose en me différenciant. Je trouve la plus petite différence pour pouvoir faire autre chose. Mais il y a peut-être la différence pour faire de l'effet, etc. Mais depuis un moment, être original veut dire autre chose. Il est pensé par beaucoup d'artistes ou d'écrivains ou autres comme s'originer de soi-même. C'est-à-dire que je ne dois rien à une histoire. Je m'origine de moi. Je n'ai pas d'histoire. Je n'ai rien, j'écris hors de l'histoire de la littérature, de la peinture, du théâtre, etc. Donc ce que je fais n'a de sens que par rapport à ce que j'ai envie de faire au moment où je suis. Résultat, je peux faire tout par rapport à ce que l'air du temps ce que je crois que l'air du temps me demande, ou ce que j'ai envie de faire moi, qui sort de moi. Et je ne sais pas si c'est clair, mais on voit aujourd'hui, je crois, dans la production artistique, littéraire, théâtrale, les choses qui sont le produit de ça. C'est-à-dire qui, pour moi, sur le plan artistique, je ne dis pas que c'est... Je ne parle pas des genres, je dis pas très intéressant. C'est-à-dire que l'autofiction, aujourd'hui, par exemple, qui est très... Voilà, l'autofiction, parler de l'actualité comme justification de l'art artistique. C'est actuel, c'est présent. Oui, mais le journaliste fait ça. Alors moi, si je suis écrivain, c'est quoi ma différence du journaliste? Donc, je trouve que les gens sont mal traités
Donc, je vais leur demander de monter sur scène et de parler d'eux-mêmes directement. Et qu'est-ce que je fais ? Quelle est la signification politique, publique, du fait de dire aux gens, venez, vous parlez de vous, donc les autres vous voient parler de vous, et donc, à quelles conditions artistiques je fais ça ? Puis, donc, il faut un minimum de pensée sur les conditions de ce qu'on fait. Vous voyez ? Et là, je pense que ce que je dis est un peu provocateur, parce que je sais que ça touche à des propositions artistiques qu'on voit beaucoup, mais qui posent problème. Qui posent problème, moi je trouve. Enfin voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais si. Ça répond un peu ? Oui, tout à fait. J'avais une autre question. En fait, dans la conversation que vous avez eue, je crois qu'il y a vraiment 2 points qui me semblent absolument essentiels et préoccupants, en fait. C'est la notion, de soumission, entre guillemets, de la création à la programmation. Ça, je trouve ça vraiment extrêmement préoccupant. Et une notion qui est liée, c'est pour la création de la demande qu'on a aujourd'hui par rapport au créateur, qui ne se suffit pas à lui-même, mais qui doit devenir un acteur social, très important. Donc ces 2 points, en fait, ils sont quand même assez... en tout cas, je les rapproche, je les associe, parce que ça veut dire, effectivement, je voudrais savoir comment on peut sortir, est-ce qu'on peut sortir de ça, et comment, par rapport à la création, parce que quand même, fondamentalement, la création, elle doit être libre. Bien sûr qu'au théâtre, les conditions de production sont essentielles, puisqu'il y a une réalité qui existe, mais voilà, c'est vraiment ma question. Et je me demandais si on ne devait pas revenir à la notion de divertissement du théâtre, au sens pascalien du terme, pas seulement, et qui voudrait du coup donner une fonction au théâtre qui n'est pas seulement sociale ou réponse à l'attente des programmateurs, parce qu'à terme, ça peut être complètement mortifère. Oui, je crois que c'est clair, mais ma réponse serait politique. C'est-à-dire que, au fond, je crois l'avoir abordé un peu, c'est-à-dire que je crois qu'il faut repenser le politique culturelle en termes de politique publique. Qu'est-ce que c'est qu'une politique publique qui garantisse à travers ce qu'on appelle ici, cette subvention, pour l'instant on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que c'est comment l'État, l'organisation collective qu'on se donne, crée les conditions de l'autonomie et de l'indépendance. De l'indépendance, l'autonomie c'est autre chose. C'est-à-dire de l'indépendance artistique, avec des missions qui ne devraient pas et qui ne sont pas en contradiction avec ces missions. C'est possible, ça a existé. Ça a existé. Il y a toute une période, alors avec des problèmes, je ne dis pas, mais toute une période des politiques publiques dans les années, on va dire 60, 70, 80 en partie, où c'était possible. Et c'était même la définition et la construction des politiques publiques. Voilà. Donc, moi je pense que la réponse elle est là. Après, de dire est-ce qu'il faut... Oui, après, à partir de là, oui, la qualité ce qui caractérise la création va être très différente dès lors. Elle sera le divertissement, oui, pascalien, j'entends, mais je ne partirai pas de là. Moi, je partirais vraiment des conditions politiques qui rendent possible, qui réunissent les conditions matérielles, institutionnelles et sociales, techniques, pour cette indépendance, y compris des citoyens. Je pense que dès lors qu'on permettrait, je rêve peut-être, mais il faut être utopique pour que ça change. Il y a eu un rencontre à Centre Pompidou ces jours-ci, j'ai écouté un peu l'entretien de Sophie Wanisch sur ça. Elle dit que sans utopie, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire que cette idée que ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'on n'aura pas créé des situations où chaque individu, chaque citoyen, c'est une référence au droit culturel en même temps, hein, même si ça le précise, c'est l'idée que l'individu a créé les situations où l'individu se donne le droit de penser qu'il a le droit de se confronter à l'expérience artistique. Et ça va changer le rapport à l'art ici, dans les salles, partout, je pense. C'est ça qui va changer.
Bon, écoutez, ceci dit, conclure parler sur une utopie, ça me semble effectivement une fin tout à fait appropriée. Merci beaucoup, Michel Simoneau, d'avoir pris le temps de venir au Théâtre 14 et travailler sur cette université populaire du théâtre. Je rappelle donc l'ouvrage sur lequel on a beaucoup discuté aujourd'hui, La langue retournée de la culture, aux éditions Excès, et à l'automne, Traverser la cendre, aux éditions Espace 34, qui sera publié à l'automne, c'est ça? En septembre. Et là, c'est une ouvrage de fiction, de théâtre. Et là, effectivement, c'est du théâtre. Aujourd'hui, on a parlé plus des moyens de production du théâtre, Voilà. mais il faudra en revenir. Voilà. Merci beaucoup, Michel Simoneau. Merci.